Smart Philo, on parle aujourd'hui des managers. On en parle beaucoup dans cette émission. On va parler des managers, de la domination managériale. Alors, est-ce que c'est une fatalité? On va en parler avec Pierre Delbé. Bonjour Pierre, docteur en philosophie, directeur d'IFAE. Et votre livre, d'ailleurs, qui fait écho à ce dont on va parler, Aristote, 10 clés pour repenser le management. On découvre votre livre avec Aristote en couverture. D'abord, commençons par le début, parce que vous avez des conférences. Vous vous exprimez face à des managers. Il y a un premier enjeu pour eux, j'imagine c'est ce qu'ils vous répondent, c'est les impératifs, je dirais, de décider en haut lieu, impératifs de résultat. Et ça crée évidemment une pression sur toute la hiérarchie. Et j'allais dire, là, sur ce point, le manager, il exécute. Alors oui, c'est vrai que ça, c'est une première façon de voir la domination, c'est ce que j'appellerais, moi, une domination structurelle. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, effectivement, à partir du moment où la décision est prise en haut lieu, il y a un alignement managérial, si je puis dire, et qui fait que, dans toute la ligne hiérarchique, eh bien, il y a le sentiment, finalement, que, eh bien, je subis la décision d'en haut, je l'accepte plus ou moins, avec plus ou moins d'autonomie, et plutôt moins que plus, et ensuite je la transmets aux autres. Et effectivement, c'est ce que j'appellerais une domination structurelle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je n'ai pas beaucoup le choix en tant que manager de pouvoir avoir une marge de manœuvre par rapport à cette ligne managériale. Ce qui explique que 20% des cadres ne veulent plus diriger leurs équipes. Enfin, c'est incroyable. Énorme. Alors que c'est leur mission première. On leur dit, quand ils sont embauchés, vous allez diriger une équipe. Il y en a 20% qui disent je veux plus. Il y en a 20% qui disent je ne veux plus. C'est un manager sur 5. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est la bonne question. Je crois qu'ils disent ça parce qu'ils n'exercent pas véritablement un manager responsable. Ils exercent un manager qui consiste tout simplement à être une courroie de transmission de ce qui a été décidé en haut lieu. Alors, il y a un autre volet, et celui-ci touche directement, je dirais, la psychologie, la psyché du manager. C'est ce manager qui n'est là finalement que pour satisfaire son propre ego et qui pense d'abord à lui avant de penser aux autres. C'est ce qu'on entend très très souvent lorsque les salariés s'expriment sur leur manager. Bon, là, pour le philosophe ou le coach, il y a des marges de progression, là. Oui, alors là, c'est une autre façon de penser la domination. C'est plus une domination structurelle. Je dirais que c'est une domination personnelle, avec une dimension qui est non seulement psychologique, avec l'ego, etc., etc., mais c'est une domination, je dirais, qui met en cause, je dirais, une question éthique. Parce que, effectivement, les gens ont le droit d'être respectés et d'avoir également une autonomie. Les managers intermédiaires ont besoin d'avoir une autonomie, une discussion, une conversation, une mise au point de leurs objectifs avec leurs supérieurs hiérarchiques, et que c'est comme ça, me semble-t-il, que l'on peut développer un management de la coopération. Mais il y a un mais. Il y a un énorme mais. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe souvent pas comme ça. Pourquoi? Et je dirais que là, il y a une espèce de perversité, voyez, managériale. Pourquoi? Perversité, hein. Oui, je parle de perversité à ce niveau-là, parce que c'est vrai, c'est fait exprès. Et le but, c'est pas véritablement de développer de bons résultats. Le but, c'est d'exprimer mon ego. J'ai besoin de voir que l'autre obéit et fait ce que je lui demande. Et j'ai une satisfaction en tant que manager dominateur. Vous voyez, voilà. Et ça, je crois qu'il faut bien comprendre que cette attitude-là est une attitude qui est non seulement perverse, mais qui est également nocive pour l'entreprise et pour ses résultats. Évidemment, là, on est sur une perversité, donc une sorte de psychologie déviante. Il y a aussi le droit. Il faut quand même rappeler qu'on est relié et lié dans un rapport de subordination. Absolument. Dans le cadre du contrat de travail. Exactement. Donc, de fait, oui. La personne, au-delà de la perversité, est dans l'obligation d'exécuter, on est d'accord? Oui, alors ça, le troisième niveau, n'est-ce pas? C'est le droit. Oui, c'est une domination juridique. Oui. Et elle est fondée sur le droit. Et là, il n'y a pas photo. On est obligé de l'admettre. Et ça me semble indispensable de rappeler qu'il y a là l'objet d'une autorité. Il y a bien un patron, il y a un salarié. Le salarié est tenu d'obéir au patron, notamment en situation de crise. Quand on est en situation de crise et qu'il s'agit de sauver l'entreprise ou le service, là, il faut bien que quelqu'un ait, je dirais, le pouvoir de décision et un pouvoir de décision supérieur aux autres. Et c'est en ce sens-là, me semble-t-il, que le contrat est efficace. Mais encore une fois, il y a un mais, c'est que ceci n'est pas pour moi le signe de l'autorité. Ceci est simplement le
préalable à l'exercice de l'autorité. C'est un cadre qui fixe quand les choses vont mal. C'est un petit peu comme un contrat de mariage, on le regarde lorsque, eh bien, on va divorcer. Mais tant que les choses vont bien, on ne regarde pas le contrat de mariage, on regarde, si je puis dire, ce qui se passe bien. Eh bien, au sein d'une entreprise, c'est pareil. Le management que l'on peut développer et qui est, me semble-t-il, la voie royale de l'efficacité et du bon résultat et d'un certain bonheur des gens au sein des entreprises, c'est le management de la coopération et non pas le management de l'obéissance servile. Alors, il y a un élément intéressant quand même que je trouve intéressant, c'est que vous avez pointé une forme de perversité chez un certain nombre d'individus. Oui. Précisons qu'il y a aussi des sondages qui le précisent que ce n'est pas la majorité. Il y a quand même pas mal de managers, malgré tout, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein, qui sont quand même dans une dynamique d'ouverture, de bienveillance et de progression collective. Oui, oui. Vous le confirmez, ça? Oui, non, je vous ai dit 1 sur 5. Ouais. 20%, c'est quand même pas 80%. Ouais. Au contraire... Enfin, 20% ne veulent pas diriger, veulent plus diriger, ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pervers, ceux-là. Tout à fait, non, tout à fait. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison, vous rétablissez les choses, tout à fait juste. Mais simplement une chose, il y a 75% des managers, quand on les interroge, qui disent qu'effectivement, ce qu'ils aiment dans leur fonction managériale, c'est de pouvoir faire avancer les équipes. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'on leur demande est-ce que c'est le fait d'être chef, donc avoir la domination, qu'ils aiment, il y en a 7% qui admettent avoir cet attrait-là. Mais 7%, c'est rien, si je puis dire, par rapport à ces 80% ou 75% qui, effectivement, je dirais, exercent un management dans le souci et je dirais même dans l'attrait de faire en sorte que leur équipe soit efficace et fonctionne bien. Quand même... C'est intéressant, mon dernière question, de savoir ce que vous proposez. Alors, il y a votre livre avec les 10 clés pour repenser le management. Il y a le cinéma, il y a quand même une culture, je dirais, mainstream, qui donne quand même une image, comme elle fut parfois donnée des promoteurs immobiliers ou de certains métiers, ou des huissiers de justice, qui était un peu la caricature. Ils n'ont pas une belle image. Non. Comment on fait pour redorer l'image? On change la qualité des films ou on change vraiment la manière de travailler des managers? Mais moi, je mettrais d'abord en évidence le travail qui est bien fait. Parce qu'il y a, encore une fois, des managers qui font bien leur boulot. Lorsque vous lisez le livre de Jean-Michel Frixon sur Michelin et le bon management, on voit, il a des expériences terribles de management, il a des expériences extraordinairement joyeuses et vraies et belles de management. Voilà. Et donc, je dis simplement, il faut mettre en évidence d'abord ces managers qui font bien leur boulot, et à partir de cela, on peut effectivement développer au sein des entreprises dont les cultures managériales sont relativement différentes, mettre en place effectivement... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut préciser que chaque entreprise a sa culture, ses peintures de guerre, ses règles, ses informels, ses non-dits. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour qu'on invente un autre mot, puisque ici, dans cette émission, il n'y a pas une semaine, on n'utilise pas 10 fois le mot manager. Est-ce qu'on ne peut pas inventer un autre mot, ou est-ce que c'est le bon mot? J'ai un peu l'habitude de reposer la même question, mais je trouve que ce mot génère comme ça un rapport un peu étrange. Parce que je crois que nous, Français, on n'aime pas beaucoup ce mot qui a un relent anglo-saxon et langue libérale, machin, truc, etc. Alors c'est pour ça. Oui, mais je crois, moi, je dis, vous savez que le mot management, ça vient du latin manus, c'est-à-dire la tenue, et qu'au XVIIe siècle, maneggiare, ça voulait dire tenir un cheval par la main, n'est-ce pas, et le mener au manège, même étymologie, vous voyez. Et donc, il y a l'idée de cette tenue d'un process, d'un projet, d'une fonction, d'accompagnement, absolument d'accompagnement. Et je crois que c'est ça la véritable nature du management. C'est pour ça que je considère qu'il est complètement intégré dans la culture de toutes les entreprises, ce mot-là. Il est relatif. Mais je crois qu'il faut changer. Et il faut changer notre regard sur le management en montrant qu'il arrive, et que c'est finalement pas si rare que ça, que des managers exercent bien leur travail. Donc, et être très vigilant sur ces fameux managers pervers qui peuvent être détectés par des salariés qui s'en plaignent, mais aussi que les RH soient vigilants à ça. Oui, les RH et les responsables. Les responsables qu'il n'y ait pas de niche, n'est-ce pas, au sein des entreprises dans lesquelles certains exercent d'une façon incroyablement impunie, n'est-ce pas, des comportements de harcèlement, des comportements, oui, parce etc. Que ça peut aller, cette perversité, jusqu'à une forme de harcèlement, ou le sentiment qu'on est harcelé par des décisions qui sont parfois jugées débiles, pas justes. C'est ça, en fait, le risque de la perversité du manager. Absolument, c'est cela le risque. Et il y a aussi, si vous voulez, le fait que c'est contre-productif au niveau des résultats
résultats d'une entreprise. Et Parce que sur le long terme, il ne faut jamais oublier que ce qui fonctionne, c'est des équipes qui sont fluides et qui sont solidaires et qui vont, elles, produire des résultats sur le long terme qui sont bons. Ouais, ça me semble évident. Merci Pierre Delbé de nous avoir rendu visite, directeur d'IFAE, à prononcer IFAE, parce que j'avais prononcé de la mauvaise manière l'autre jour. Aristote 10 clés pour repenser le management, c'est votre livre. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. On va faire une courte pause, on va s'intéresser dans le cercle RH aujourd'hui à l'absentéisme. Ça, c'est un sujet un peu tabou, c'est un peu le mal qui ronge les entreprises, mais personne n'en parle vraiment. Comment faire pour lutter contre l'absentéisme, véritable maladie, ou crise de sens d'un certain nombre de salariés, notamment à la sortie du Covid. On en parle dans le cercle RH juste après la pause.